Bienvenue, mesdames, messieurs. Décriée depuis son installation, la Cour Diogbenou ne finit pas de diviser, dit-on, les Béninois. Le récent colloque scientifique dédié à l'institution aura révélé au grand jour cette dissension qui, indubitablement, chaque jour apporte certains un peu plus à l'image, y est très prestigieuse de l'institution. Aura jeté le pavé dans la mare le président de la Cour suprême du Bénin et président des hautes juridictions africaines francophones, Ousmane Batokor, pour qui le juge constitutionnel béninois serait en rupture flagrante avec la science. À la toute première autorité de l'institution, Elisabeth Poyon, comme dans une réplique, de reprendre peu après le contre-pied de ce dernier, décernant à son tour des lauriers au président de l'institution et à sa suite. D'autres répliques de censure, mesdames, messieurs, dénonçant de la manipulation de la comédie à la béninoise, une pure hypocrisie. La Cour constitutionnelle entre polémique et ascension. La crédibilité de la haute juridiction définitivement entachée, le regard d'un éditorialiste et d'un enseignant-chercheur politiste de surcroît. Il a non déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Daniel Queneau. Enseignant, il est analyste politique. Daniel Queneau, bonjour. Bonjour, merci. Et merci de répondre à cette invitation. En face de lui, vous nous accompagnez, Vincent Folly. Éditorialiste, il est le directeur de publication du très en vue quotidien qui manque toujours à l'appel dans les kiosques. La Nouvelle Tribune, Vincent Folly, bonjour. Bonjour, Joël. Et comment ça se poursuit, le combat pour le retour de la Nouvelle Tribune dans les kiosques? La vie est un combat. Je suis dans le combat quotidien, cher ami. Merci de savoir qu'on tient bon en dépit de tout ceci. En tout cas, ça participe même de la vitalité et de l'existence. Après 15 mois d'exercice, pour revenir à notre sujet, mesdames, messieurs, la nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin, présidée par Joseph Diogbenou, a tenu à avoir le regard critique de ses pairs. Question d'apporter en plus à ce qui se fait déjà. Ce fut à la faveur d'un colloque scientifique placé sous le thème « Cour constitutionnelle entre rupture et continuité ». Parlant du chemin parcouru, mesdames, messieurs, vous l'avez sans doute constaté, ce fut carrément comme d'un exercice plutôt difficile, divisant des regards sur une institution qui, des années durant, aura beaucoup donné au Bénin. Nos invités sur ce plateau essaieront de nous aider à comprendre pourquoi cette polémique encore à une étape où l'institution est plus que jamais sollicitée pour aider les Bénins et les Béninois à aller au-delà du vivre ensemble qui longtemps aura caractérisé ce pays. Je me retourne vers Daniel Queneau. Daniel Queneau, la polémique, beaucoup la disaient, bien révolue. Eh bien, la Cour constitutionnelle mandature Diogbenou se retrouve encore au devant de la scène sur des sujets qui, pour le citoyen lambda, devraient tout au moins unir les intellectuels, la classe politique. Merci. Merci de me donner la parole. Et la polémique. Oui, s'il y a polémique, c'est que les raisons profondes s'y trouvent. Les conditions subjectives et objectives se réunissent pour qu'il y ait politique, pour qu'il y ait polémique. Le colloque organisé par la Cour constitutionnelle, qui est une réunion, une organisation entre des spécialistes allant dans le sens de l'analyse des questions portant sur la politique, l'économie, le social, est pour moi un fait majeur qui offre à la juridiction une occasion de s'auto-évaluer. Premier point, une manière aussi pour le président de voir si ce qu'il fait à la Cour constitutionnelle s'inscrit dans les repères ou dans les principes établi depuis la première Cour constitutionnelle en 91, présidée par Madame qu'on appelle Madame le Président honoraire de la Cour constitutionnelle, Madame Elisabeth Poyon. Mais depuis elle, jusqu'à maintenant, c'est Diogbenou.
Joseph qui est là. Est-ce que la Cour constitutionnelle est restée accrochée aux principes éthiques ou cette Cour se donne-t-elle une liberté allant du côté carrément de la rupture et qui satisfait juste ce que les rupturiers lui demandent? Je crois que c'est un peu le sens du débat. Mais polémique, c'est normal parce que j'ai aimé d'abord le discours de M. Ousmane Batoko. Un discours de 11 minutes 17 secondes qui a posé les grands jalons, les grandes questions scientifiques. Et un discours qui demande aux Béninois, non pas aux Béninois, aux participants à ce colloque, d'analyser avec un esprit d'impartialité, d'objectivité et sans langue de bois, de dire ce qui est réellement. Encore que ce n'est pas que le président de la Cour suprême qui parle, il parlait là aussi en tant que président du conseil d'administration des juridictions constitutionnelles de l'Afrique, de l'espace francophone. Il ne peut pas se retrouver dans son pays et se taire sur des questions aussi sensibles qui touchent à la crédibilité ou à la non-crédibilité d'une institution aussi chère, aussi forte qu'est la Cour constitutionnelle. Sur les principaux axes évoqués par le président Ousmane Batoko, on y revient dans quelques minutes, mais avant. Oui, Vincent Foli, vous avez suivi comme bon nombre de Béninois, mais en plus d'éditorialistes, de la polémique qui va avec et les débats qui s'en suivent. Quel a été votre regard par rapport à cette nouvelle situation qui semble dire que décidément il y a du travail encore à faire? Bien, d'abord, je vais dire que je me réjouis d'être en présence d'un éminent professeur de l'université. Il est à l'école normale. C'est la première fois que je le rencontre sur le plateau et je suis très honoré d'être à ses côtés pour faire le débat. Cela dit, je crois que je suis d'accord avec lui. Et c'est le discours de Ousmane Batoko est un événement majeur dans l'évolution du processus démocratique de notre pays. Et nous étions engourdis. Et nous étions même désespérés. Et nous ne savions plus à quel sens se vouer. Je suis éditorialiste, propriétaire d'un journal. Il y a 3 ans ou il y a 2 ans, le président Diogbenou était dans un autre rôle. Et donc, pour nous, les décisions de la Cour étaient des moments importants. Nous étions là, on fouillait et on critiquait les décisions. On a critiqué toutes les décisions de la Cour, depuis Pognon jusqu'à cette Cour. Cette Cour est venue depuis bientôt 15 mois, c'est ça, c'est lui-même. Et elle nous a cassé le moral, en tout cas le moral d'un éditorialiste ou d'un propriétaire de journal. On ne s'intéresse plus aux décisions de la Cour. Vous ne vous intéressez plus non, aux décisions de la Cour? Non, je le dis directement d'emblée pour que vous sachiez en quoi le discours du président Batoko a soulevé beaucoup d'enthousiasme en moi. On ne suivait plus. Moi, je n'étais plus intéressé parce que nous avions observé toutes les décisions de la Cour depuis que le président Diogbenou est là. Et bon, on ne s'attend plus à rien. Donc, d'une décision à l'autre, on n'est plus surpris. Alors, le colloque qu'il a eu l'audace, le président a dit le courage. Il dit qu'il a eu le courage. Le discours de Batoko, je crois qu'il faut le relire pour dire que c'est un moment important, qui est bon même pour le président Diogbenou, pour tout le pays, parce qu'il demande. Il a dit des choses d'une extrême importance. Excusez-moi, je vais lire rapidement. À la fin de son discours, s'adressant aux participants, il dit « Dites-nous, mesdames et messieurs, dites à la Cour constitutionnelle du Bénin et sans langue de bois ce que vous pensez de son positionnement entre la rupture et la continuité. » Mais c'est très grave, ça. Il demande aux gens de dire sans langue de bois. Et il dit, il va plus loin, ce qui montre le ton même de ce discours, c'est-à-dire ce qu'il voulait dire, le projet qu'il a entrepris en faisant ce discours. Rappelez-lui, au nom de la bonne
cohabitation de l'équilibre et de la bonne stabilité des institutions que les décisions des cours et tribunaux ayant acquis force de choses jugées ne sont susceptibles d'aucun recours. Rappelez-lui. Faites ceci dans l'intérêt de la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. C'était presque une injonction à ces gens et c'est tellement grave. Et moi, je trouve que c'est un moment important pour tous ceux qui sont dans ce régime dit de la rupture et le président Diogbenou qui est appelé à se ressaisir. Parce que là, Ousmane Batakor n'est pas allé du dos de la cuillère. Il a dit sans langue de bois ce qu'il voulait dire. Rappelez-lui. Parce que si nous prenons le discours dans toute sa mouture, là, nous verrons que dès le départ, il a rappelé que depuis 1990, nous étions dans la construction d'un état de droit. Et que depuis quelque temps, les décisions de la Cour étonnent. Bon, je ne veux pas accaparer la parole, mais je dis que ce discours est un moment important qui fera réfléchir. Donc, celui de Mme Poyon... On y revient, voilà. En parlant de celui de Mme Poyon. Oui, c'est un discours qui, pour certains observateurs, peut être venu à propos, bien à propos, mais au-delà, le contexte, beaucoup se demandent s'il n'aurait pas fallu, entre responsables d'institutions, faire le ménage à l'interne si tant qu'il y a problème, que de saisir des occasions comme celle-là pour présenter un diagnostic comme celui-là à la face du monde. Un diagnostic pour le moins accablant. Quel est le regard du politiste par rapport au timing et au choix? Merci. Ce n'est pas... je ne peux pas dire que le discours, certes, pose les grandes orientations, mais dit que c'est accablant, je ne pense pas. Je crois que j'aurais aimé que M. Ousmane Batakor revienne à la fin du colloque pour prendre les grandes communications dans les synthèses pour que ce qu'il a dit est son discours est un discours d'ouverture où il demande à ceux qui sont là il a donné des orientations, il a touché certains points. Mais à la fin, j'attends un autre point de vue, c'est-à-dire à la fin pour dire oui, les orientations données par M. Batakor ont été suivies et nous avons constaté qu'il y a eu des dérapages qu'on doit citer parce que c'est un travail scientifique. Et quand on dit scientifique, il y a la véracité de ce que l'on dit. Et on doit pouvoir apporter les preuves. Il est resté très impartial dans son discours, j'ai aimé. Mais lance, c'est comme à une soutenance, un professeur, le président du jury dit, chers collègues, examinateurs, suivez ce candidat dans cette orientation. Il a pris du courage, il a eu de l'audace. Et à l'examinateur de lui dire, monsieur le professeur, mais vous m'orientez, vous canalisez déjà. C'est un peu comme il a dit. Mais à la fin, moi, je me suis reporté à ce que Mme Poyon, Elisabeth, a dit à la fin. Là, maintenant, je crois que vous voudrez bien nous faire entendre la réaction de quelqu'un comme M. Ahossi. On reviendra là-dessus, puisque vous parlez de Mme Poyon. Oui. Mais je reste sur l'un des aspects évoqués par Ousmane Batakor avant de revenir à Mme Poyon. Et ça, le tableau que vous auriez souhaité avoir, c'est vrai, c'est le tableau que le comité d'organisation aurait pu offrir pour nous permettre de suivre à la lettre ce travail scientifique. Mais à la fin, il nous a été bien servi qu'on est en route pour une destination heureuse. Donc, il y aura bien d'autres travaux pour parfaire ce qui est en train d'être fait. Donc, ceci étant, il y a eu un autre arbitre qui est intervenu vers la fin. Vous n'avez plus l'homme que vous avez entendu vers le début, mais bon, on appréciera ensemble. Pour certains, disait-il, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du Bénin, ce juge, le juge constitutionnel, semble avoir sonné le glas de la démocratie au Bénin. Pour vous qui êtes aussi dans la recherche, analyse politique, par la chute, je crois, quel est votre regard sur un constat comme celui-là? Est-ce qu'il reste dans les normes ou vous pensez qu'on joue une fois encore avec les mots, le propre des intellectuels, dit-on?
jouer avec les mots. Les mots existent parce qu'on doit les utiliser. Tout à fait. Mais là où il dit « semble avoir sonné le glas », j'ai retenu cette partie. C'est comme si lui-même, dans sa posture, n'est pas encore satisfait de ce qui se fait. Et quand il donne des injonctions, c'est qu'il s'attend plus à quelque chose qu'on dise non. Il est même arrivé dans une partie du discours, il dit que c'était à ébranler beaucoup de juges constitutionnels. Quand je prends, c'est qu'il a une position claire, qui est que ce qui se passe aujourd'hui à la Cour constitutionnelle n'est pas celle à laquelle lui, M. Batokov, ce n'est pas ce qu'il attend, ce n'est pas ce qu'il espère. Mais au sortir, quand on dit un colloque, le brassement, le croisement des communications, les faits évoqués nous conduisent-ils à cette position où ces faits se situent à un autre côté? Il est resté très prudent, il est resté à la surface. Il n'a pas dit, par exemple, parlant de telle chose. Et plus il a dit, ce n'est pas le président, là, ce n'est pas le président de la Cour suprême qui parle, c'est aussi le président du comité d'administration des juges ou des juridictions constitutionnelles de l'Afrique. Il a un grand rôle. Il rappelle à son pays la voie à suivre. Mais je n'ai pas pris part au colloque. Monsieur le journaliste. Ça vous laisse comme un goût d'inachevé. Oui. Vincent Folli. Mais j'aime le discours. Oui, la situation du Bénin démocratique de plus en plus mise à l'épreuve par la Cour dans ses décisions. Est-ce que l'éditorialiste pense que vraiment on y est? On est où là? Le Bénin. Bon, écoutez, il faut que cette discussion, ce débat soit utile. Bon, on est parti du fait, le professeur a dit que le discours est un moment important et qu'il a aimé, il a encore répété tout à l'heure. Mais je veux qu'on soit pratique et qu'on dise effectivement les choses. Je crois que le discours de Batoko, je l'ai dit, c'est un moment important de ce colloque. Et le fait qu'on a fait intervenir Mme Poyon, moi je suis dans le journalisme et donc dans la communication, j'ai vu qu'on a voulu mettre en balance les deux discours. Le discours d'ouverture de Batoko et le discours de Mme Poyon. On pourra en parler. Cela dit, moi j'ai dit que depuis que cette cour est là, moi j'ai un problème. Le problème de crédibilité de la Cour, des décisions de la Cour. Et j'ai dit que nous ne nous intéressions plus, en tout cas en ce qui me concerne. Aucune des décisions ne m'intéresse parce que je sais que ça va dans un sens donné, là où on l'attend dans un autre. Donc je me dis, ce n'est même pas la peine d'attendre. Je ne demande plus à son secrétaire général que j'appelais par le passé de me donner les décisions, ça ne m'intéresse plus. Et donc nous en étions là quand le président Batoko est intervenu. Il a dit tout haut ce que nous tous, nous pensions tout bas, en tout cas de mon point de vue. Il a dit, je vais vous citer la phrase qu'il a donnée tout et que le professeur a cité tantôt, je vais la donner, il dit, pour certains, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du Bénin, ce juge, le juge constitutionnel, semble sonner le glas de la démocratie au Bénin. Il dit, pour certains, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Le juge constitutionnel, c'est-à-dire sous la présidence du professeur Diogbenou, que ce juge constitutionnel semble sonner le glas. Et le semble sonner n'est qu'une figure de style, parce que lui, je pense que ce qu'il voulait dire, que c'est le juge constitutionnel du Bénin, depuis que Diogbenou est là, a sonné le glas, puisque à la fin, il a donné ces injonctions dont je viens de vous parler. Dites-lui, rappelez au juge constitutionnel ce qu'il doit faire. Cela dit, moi je crois que c'est un discours majeur qui fera trembler la Cour dans les décisions ultérieures qu'elle va prendre et fera réfléchir son président qui est dans une posture qui me gêne. Quels sont les faits qui par exemple, vous poussent à ne plus vous intéresser à une juridiction aussi importante? C'est les décisions. Il y a eu des décisions qui ont été adoptées, des lois qui ont été déclarées conformes à la Constitution. Je parle de la loi sur l'embauche, la loi sur les collaborateurs extérieurs, la loi sur la grève,
la loi sur le renseignement que nous avions critiqué dans notre journal. Et ils ont essayé de trouver des accommodements, mais c'est une loi encore difficile. Lorsqu'on me dit que l'ensemble de ces lois, surtout la loi sur la grève, est conforme à la Constitution, moi, ça me pose problème. Ça me pose problème parce que je dis que dans un pays normal, démocratique, on ne peut pas dire une grève est limitée à 10 jours par an. C'est quand même un peu trop fort. Ce que la Constitution a prescrit, c'est que le droit de grève est un droit reconnu pour tous les travailleurs, mais que le législateur a le droit de le limiter, de limiter ce droit. Fallait-il limiter le droit jusqu'à prescrire 10 jours seulement de grève? Le problème de la grève des travailleurs, lorsqu'on pose le problème, les prix sont très pratiques. Combien de grèves de magistrats il y a eu dans le pays? Il n'y en a eu que lorsque le pouvoir est resté sourd. La grève des magistrats a été longue lorsque le pouvoir a dit non, je ne vous écoute pas, je ne dis rien. La grève des enseignants, lorsque les enseignants ont déclenché des grèves, c'est parce qu'ils avaient des revendications. Il suffit que le gouvernement s'entende avec eux et pour dire, bon voilà, nous allons faire ceci. Le travailleur ne se met pas en grève pour son plaisir. Et ils sont d'accord, les travailleurs étaient d'accord même qu'on leur fasse des prélèvements au cas où les droits qu'ils sont en train de défendre sont des droits nouveaux. Si c'est des acquis, là, on ne peut pas faire de problème. Ils ont pu obtenir ça. Ça veut dire que dans un pays démocratique, on ne doit pas avoir peur. On doit peur du droit de grève. Voilà une décision en lien avec... C'est une décision qui me pose problème. Oui, en lien avec des acquis démocratiques. Bien sûr. Mais quand on laisse cet exemple... Il y a l'exemple, la loi sur l'embauche. La loi sur l'embauche dit quoi? Le travailleur est embauché pour cela. Son contrat peut être rompu à tout moment. On l'a dit pour les travailleurs du privé. On peut rompre le contrat à tout moment et le travailleur n'a droit qu'à un montant, une indemnité forfaitaire. Mais c'est une grande révolution. Moi, j'en ai discuté avec des autorités proches de la Cour. Ils m'ont dit oui, il faut une mobilité du travail. Mais quelle mobilité du travail veut-on dans un pays où un jeune de 25 ans ne peut pas planifier sa vie, sa carrière professionnelle, sa vie familiale, et que chaque année, il est obligé de renouveler le contrat? Qui peut lui donner des crédits si il fait chose? Donc, en rendant le travail mobile, comme les gens en Europe veulent faire, mais ils n'ont jamais réussi à le faire profondément. Mais c'est ici qu'on veut rendre le travail mobile en disant, bon, on renvoie le travailleur, on peut le remplacer par un autre. Mais en le faisant, on crée une sorte d'instabilité d'emploi. Et cette instabilité n'est pas bonne pour un pays, parce que les jeunes ont besoin d'avoir une certaine certitude dans l'emploi. Cela dit, ce n'est pas seulement la loi sur l'embauche, la loi sur, j'ai parlé du renseignement, toutes les lois que la Cour a déclarées conformes, y compris la charte des partis que moi j'ai lue, il y a des dispositions qui me posent problème. Donc, je suis en phase avec le président de la Cour suprême, c'est-à-dire le président qui parle. Il a dit que je ne parle pas en tant que président de la Cour suprême, je parle en tant que représentant du président du conseil d'administration, c'est-à-dire le représentant de l'association des cours constitutionnelles. Et donc, c'est une posture qui lui permet donc de dire, et les gens vont comprendre qu'il parle de manière objective. Il ne se met pas dans la posture du président de la Cour suprême qui est sous l'autorité du chef de l'État, puisque c'est le chef de l'État qui l'a nommé. Il parle au nom des cours constitutionnels et il dit voilà ce qu'il faut faire. Et les termes qu'il a utilisés sont d'une rare clarté parce qu'il a dit que le président de la Cour, de notre Cour, a eu le courage de faire ça. Et il s'est posé la question de savoir pourquoi, qu'est-ce qui a permis cette audace au président de la Cour? Est-ce que c'est pour redorer son blason? Ou alors chercher la légitimité chez ses confrères? Je peux retrouver les phrases qu'il a prononcées. Il a dit ça avant de conclure que, bon Dieu, cette cour est en train de se fourvoyer. Et il l'a dit clairement. Oui. Sur la question, avant de s'interroger ensemble pour voir, la question qui se pose aujourd'hui est une question de légitimité à rechercher ou rebondir sur de nouvelles bases. Avant de répondre à la question, ces éléments exposés par votre vis-à-vis, vous pensez qu'on devrait les mettre forcément en lien avec les acquis démocratiques, véritablement, et le rôle de la Cour constitutionnelle? Merci, monsieur le journaliste. Je suis très satisfait de ces éléments pratiques évoqués par monsieur Folly Vincent. Là, nous rentrons dans la pratique pour analyser. La vision de l'éditorialiste peut ne pas être la vision
l'analyse politique que je suis. Mais ce qui est essentiel, nous reconnaissons tous que le discours est un moment majeur. Lorsque nous prenons au cas par cas la grève, le droit de grève suspendu, le travailleur a le droit de faire la grève, mais en a-t-il le droit de le faire au point où cela porte préjudice au travail pour lequel il est payé? Ça, c'est peut-être une question qui me revient. C'est moi qui pose cette question. Si les dispositions juridiques prévoient que le constitutionnaliste ou le gouvernant peut réduire ou limiter le droit de grève, mais on n'a pas, cette disposition n'est pas suffisamment claire pour dire jusqu'à quel temps. Mais on a dit 10 jours. Par an. C'est déjà quelque chose. Cela veut dire que, quelque part, d'autres dispositions doivent être prévues pour permettre aux travailleurs de faire recours. Là, même s'il n'y a pas recours, le travail à faire est là. Je prends l'exemple de l'année scolaire passée, universitaire et scolaire et universitaire. Il n'y a pas eu de grève, simplement parce que les enseignants qui vont souvent en grève, les travailleurs qui vont souvent en grève, ont été fortement représentés à un niveau supérieur et les négociations ont été de sorte que, à la douce, les revendications ont été satisfaites. Et curieusement, personne n'a senti qu'il n'y a pas grève. Il n'y a pas grève parce que les revendications ont été satisfaites, les rappels ont été payés. Les gens ne peuvent pas venir devant une cour ou bien devant un plateau pour dire « moi j'ai reçu mes rappels, j'ai reçu ceci ». Non. La fin de l'année a donné ce que cela a donné comme les résultats au plan des examens nationaux. Il n'y a pas grève. Celui qui fixe ou limite la grève doit pouvoir prendre cette disposition pour qu'il n'y ait plus grève ou si grève devrait y en avoir, que cela reste dans une proportion. Donc, le cas de la grève, c'est ce que j'ai dit. J'analyse le cas sur l'embauche. Sur l'embauche, la mobilité du travail. En fait, c'est à ce niveau que le mot rupture prend son sens, pour montrer que nous ne resterons plus comme nous sommes avant, où il y avait trop de... Il y avait ce qu'on appelle trop... il y avait ce que je pourrais appeler un peu de permissivité, un peu de libertinage dans la pratique des choses. Si le chef qui est arrivé décline ses objectifs au regard desquels il veut avancer, il ne peut que fixer les moyens qui lui permettront de les atteindre. Maintenant, porter atteinte à des droits démocratiques, c'est un autre problème. C'est un problème parce que le même discours du président Batoko dit le juge constitutionnel doit rentrer dans sa fonction de réguler les institutions pour renforcer l'autorité de l'État et quelque chose d'autre, mais cela ne doit pas lui permettre d'empiéter sur les droits démocratiques. Tout à fait. L'autorité de l'État, c'est qu'il y a une marge de manœuvre qui est accordée au gouvernant d'agir au regard des objectifs qui s'est fixés. Maintenant, si les droits démocratiques doivent l'empêcher d'atteindre ses objectifs, je crois qu'il peut y avoir problème. Ce qui est essentiel de mon point de vue, qui reste personnel, c'est que est-ce que c'est pour aller à la recherche d'une légitimation de la Cour constitutionnelle que le président a institué ces colloques? Le président Batoko allait plus loin, il dit instituer seulement, non, il dit pour valider, et se faire bonne conscience
Mais c'est des termes assez clairs. Le juge constitutionnaliste, le président de la Cour constitutionnelle qui est là, n'est pas faux, n'est pas con, je veux dire. C'est-à-dire, il a pris le courage, il a eu l'audace que c'est une réaction à la fois pertinente et provocatrice. Je préfère la provocation pour que les gens réagissent, à lui de tirer ce qui doit tirer. Et ça la passe. Mais là où il dit, le temps semble sonner le glas de la démocratie. C'est comme si la démocratie n'existait pas avant. Implicitement, si nous devons rentrer dans les mots et les interroger à la source, nous sommes dans un pays qui n'a pas de comportement démocratique. Et c'est à partir de ce colloque et au regard de la pertinence des réponses qui seront apportées que lui-même, président de la Cour constitutionnelle, trouvera son repère, trouvera sa boussole par rapport à la démocratie. Sommes-nous dans un pays démocratique? C'est le moins que nous le saurons. C'est maintenant que nous le saurons à partir de ce colloque. Point d'interrogation. C'est autant d'interrogations que je peux aussi me poser. Oui. Pourtant, depuis 1991, la Cour constitutionnelle, moi, Daniel Quenon, je peux dire, constitue pas seulement la cheville ouvrière, mais c'est l'épine dorsale qui tient même la démocratie en marche. Et jusque-là, depuis lors jusqu'à maintenant, si c'est maintenant que ça va sonner le glas. Un point fort que je trouve peut-être au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est une innovation. Peut-être que c'est moi qui ne me renseigne pas. C'est qu'autrefois, les délibérations n'étaient pas publiques à la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas, les journalistes, ceux qui sont dans le monde de la communication, sont plus outillés par rapport à ces questions. Et là, j'apprends et j'attends pour prendre. Vincent Folly, assez d'éléments évoqués par votre vis-à-vis, un regard qui, comme il a dit, reste nuancé, parce que selon qu'on soit dans une posture ou dans une autre, la perception n'est jamais la même. Oui, je vais réagir par rapport à ce que le professeur vient de dire tout à l'heure. Il dit que les délibérations n'était pas public, c'est ça? Oui, oui. Et qu'aujourd'hui, c'est public. Je dis, je ne sais pas si les délibérations à la Cour constitutionnelle étaient publiques avant. Parce que de mon point de vue, moi, je me dis que c'est une innovation. Et bon, avant même le colloque, je trouve cela de très bon. Et... Non, ni par le passé, ni aujourd'hui, les délibérations ne sont publiques. Le professeur... Ni par le passé, ni aujourd'hui. Non, quand on délibère, quelqu'un a dit les jeux sont faits. Là où les gens se regroupent pour délibérer de quelque chose, c'est qu'il y a eu déjà des travaux préalables. En fait, je n'apprends rien à l'enseignant que moi j'ai été, qu'il est encore. Quand les professeurs délibèrent, c'est toujours en secret. Aujourd'hui, la Cour délibère toujours en secret. Elle vient mettre, son innovation, c'est de dire... il y a saisine publique, on vient exposer comme au prétoire les arguments, chacun développe, et puis la Cour se retire et délibère. Donc elle ne fait pas de délibération publique. L'innovation, c'est d'avoir amené à la Cour constitutionnelle ce qui n'existait pas avant, c'est-à-dire l'intervention des requérants et la réplique de celui à qui on veut opposer quelque chose. Dans le sens d'une confrontation. Les juristes vont nous dire si c'est pertinent comme réforme, parce que à l'époque des autres cours, il y avait déjà le contradictoire. Le président Diogbe nous dit, moi j'ai apporté le contradictoire en permettant aux gens d'exposer publiquement leurs arguments. Bon, ça, on peut juger ça comme on veut. Par le passé, qu'est-ce que la Cour faisait? Bon, le requérant envoyait sa requête, et puis on envoyait à son vis-à-vis qui donnait son avis et la Cour tranchait. C'était encore du contradictoire à l'époque. Donc aujourd'hui, le président Diogbenou apporte le contradictoire directement devant le public, constitué des journalistes et quelques curieux, mais il n'y a jamais de débat entre les juges et les juges. C'est après que les juges se retirent. Donc, c'est ça, moi, la délibération. Je retire beaucoup de gens pensent que c'est un peu, j'utilise un mot,
que les gens utilisent, que c'est du cinéma, que le président Diakweno est venu insister. C'est un avocat à qui manquent les joutes oratoires des prétoires, donc il a institué ça pour retrouver l'atmosphère. On pourra juger comme on veut. De toutes les façons, ça n'a rien changé aux décisions de la Cour, puisque les gens se retirent toujours lorsqu'on met en état et qu'on nous dit, bon voilà, il y a quelqu'un qui présente son rapport, un des conseillers qui présente son rapport, on écoute le rapport et généralement, après on dit la Cour se retire et l'après-midi, c'est le matin que ça se passe, l'après-midi ou le lendemain, on donne les résultats de la délibération. Il n'y a pas de changement fondamental dans la manière dont les choses sont conduites. Ce n'est pas, on ne prend pas le public à témoin, on dit, bon voilà, développe tes arguments. Non, on demande aux gens de venir. Moi, je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas à quoi ça sert, sinon on perd beaucoup de temps. Cela dit, je veux revenir sur ce qu'il a dit sur le droit de grève. Le procès semble dire que le législateur, l'exécutif, est fondé pour des raisons de, qu'est-ce qu'il a appelé, l'autorité de l'État, le renforcement à limiter. Alors, moi, le problème du nombre de jours de grève ou de nombre de choses-là, de comment limiter, ne se pose pour moi que dans le sens où le pouvoir ne discute plus, comme par le passé, avec les acteurs. On veut faire une loi pour les journalistes, il faut recueillir l'opinion des journalistes. Parce que c'est à eux, excusez-moi, que la loi va être appliquée. On veut faire une loi sur les travailleurs, il faut discuter. Or, j'ai l'impression que le pouvoir n'a pas discuté avec les travailleurs comme ça se faisait par le passé, où on recevait des groupes de travailleurs dans les commissions avant donc de voir la loi. Ça a l'avantage d'être, de prendre en compte l'opinion de ceux que la loi va frapper. Vous savez, le président Macron dont on parle, qui fait des réformes en France, il est venu de manière arrogante, il a décrété ces réformes. Mais aujourd'hui, 1 an et demi après, il a reculé pour dire maintenant nous allons écouter les gens. Un de ses ministres, M. Collomb, pour ne pas l'appeler le ministre de l'Intérieur, a dû démissionner parce qu'il dit qu'il y avait trop d'arrogance de la part du pouvoir et il a préféré quitter pour être maire d'une pauvre localité quelque part en France. Ici, nous on attend du pouvoir qu'il fasse le même, le même retour en arrière pour dire, ah, moi, ce que je faisais là, ça ne marchait pas, je veux discuter avec les gens et ça a l'avantage d'avoir une loi que tout le monde accepte. Sinon, la loi sur le code de procédure pénale qui a prévu que lorsqu'il y a un rassemblement de 2 personnes non armées, qu'on peut les conduire en prison. C'est complètement idiot comme loi. Je ne sais pas. Oui, cette loi a été prise en plein. Ça a été voté pendant que le ministre Diakweno était ministre de la Justice et il est retourné à la Cour constitutionnelle pour valider la loi. Il y a un problème de conflit d'intérêts. En tout cas, si problème il y a et qu'une nécessité s'impose d'aller au toilettage d'un certain nombre de principes et peut-être d'être pris, Elisabeth Poyon, la première autorité ayant connu l'institution et qui pendant longtemps aura fait la fierté du Bénin, pense qu'il faut franchement dresser des lauriers à l'équipe actuellement en place. Vous l'avez suivi. Oui, merci, je l'ai suivi. Elle est allée, si je peux même citer, elle a dit bravo, bravo. La relève est parfaitement assurée. Et elle ira encore plus loin. Tout comme ça. Fin de citation. C'est justement ces mots de Mme Elisabeth Poyon qui m'ont fait dire que la Cour constitutionnelle que dirige aujourd'hui M. Joseph Diakweno est sur la bonne voie. Parce que je me dis que le discours, à la fin du colloque, le discours de Mme Elisabeth est comme c'est comme si M. Batoko a posé les problèmes et la réaction de Mme Poyon est comme une réponse. Mais je ne suis pas satisfait parce que je cherche une autre réaction qui ne soit pas la même que celle de Mme Poyon. Car c'est une problématique que M. Batoko a posée. Et la partie TSX a dit, la partie Mme Poyon n'a fait qu'affirmer pour dire la relève est assurée. C'est une manière de dire, malgré ou en dépit des
orientations données par le discours de M. Batoko, toutes ces communications, où aucune n'a pu montrer de façon sérieuse pour sortir des cas flagrants de violation de la constitutionnalité des choses et les balancer, et qui devraient ne pas permettre, qui ne devront pas permettre à Mme Poyon de tenir ce discours. Mais si elle a tenu, c'est que 25 ans derrière, elle se retrouvait encore jeune. C'est comme si la même chose continue. Aujourd'hui. Vous l'avez suivi. Bravo, bravo. Que des lauriers. Oui, je vais recentrer le débat et dire ce que je pense. D'abord, le discours de Batoko, on l'a eu. Ça a surpris tout le monde. Le professeur a dit que c'est un moment important. Et puis, moi, je suis journaliste. Je vois ce que je vois dans la presse. Je suis dans la communication. On nous a balancé le discours de Mme Poyon, qui est venu comme une réplique. Et les gens l'ont effectivement perçu comme une réplique. Et je crois que les amis de la cour qui sont autour du président ont pris ça comme une réplique au discours de Batoko. Mais je dis, c'est de la communication. C'est de la com. C'est-à-dire une opération de charte pour montrer que ce qui s'était passé là n'était qu'un épiphénomène, ce qui est grave. Ce que le professeur dit est important parce qu'il dit qu'il lui manque quelque chose. C'est-à-dire ce qui s'est passé au cours du congrès, du colloque. Qu'est-ce que les communications sur quoi les communications ont porté? C'est là où, moi, journaliste, je me pose des questions parce que quand je vois le colloque, un colloque, je suis les scientifiques depuis un moment, est préparé longtemps à l'avance avec des gens qui viennent participer, bien sûr, mais des gens qui sont chargés de faire des communications, c'est-à-dire de délivrer des messages. Alors, ce qu'on a retenu de ce colloque, moi, je crois que c'est les deux discours seulement, le discours de Mme Poyon à la fin et le discours d'ouverture. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant le colloque. Quelles sont les communications qui ont été faites? Quels en sont les contenus? On n'en sait rien. Mais l'autorité, moi, je ne sais pas qui a commandé. Moi, je me pose encore la question, comme le président Batoko, de dire, mais pourquoi il a organisé? C'est simplement pour avaliser la manière dont il procède à la cour, pour montrer que ce qui se fait est tout à fait normal. Le discours de Mme Poyon est allé dans ce sens en disant la nouvelle corde est tissée au bout de l'ancienne et que, bon, c'est normal, bravo à la jeunesse, bravo, la relève est assurée. Et le professeur a dit que ce sont des affirmations. Je suis sûr que c'est des affirmations qui ne sont étayées par aucune preuve parce que le président Batoko a posé les pieds dans les plats, il a mis les pieds dans les plats et il a dit exactement que les décisions posaient problème. Et moi, j'ai donné les exemples des décisions qui posent problème. La charte, le code, il y a trop d'anomalies qui sont dedans qui posent problème. Donc, en conclusion, je vais dire, je ne prends pas la parole, professeur, je n'arrache pas, j'allais dire, c'est pour dire que nous avons, ce colloque nous laisse un peu sur notre faim. Nous avons eu un discours d'ouverture qui a ébranlé visiblement les organisateurs du colloque. Et puis, en réponse, on a eu la réponse de Madame Poyon. Les réactions, chers invités, continuent de pleuvoir. Oui, de pleuvoir, de nous parvenir ça et là. Je vous lis rapidement un pan de l'intervention de l'ancien député Basile Rossi qui cite cette intervention de Madame Poyon, malheureusement, vient comme pour apporter son soutien à un homme qui, au plus fort de l'instrumentalisation, en vient à s'efforcer de remettre dans nos têtes que les décisions de la Cour peuvent être frappées de nullité. En a-t-elle conscience elle-même de son état actuel? Je n'en sais rien, mais je m'étonne et je m'interroge. Merci. Je suis... Maintenant, j'ai le contrepoids. C'est-à-dire... Il n'est pas participant au colloque. Il n'est pas participant. Mais ce qui fait que je trouve pertinent le discours de clôture de Mme Elisabeth Poyon, que je ne prends pas comme une réplique, à moins que ce soit une manipulation de la communication. Ah oui. Je ne suis pas du monde de la presse. Ah oui, c'est une communication. C'est que Mme Poyon, il est précisé qu'elle a pris part à toutes les communications. Donc, il doit se passer une sorte d'analyse, point par point,
pierre par pierre et pièce par pièce, de tous les éléments. Premier point. Deuxième point, je viens à mon aîné Vincent qui dit « Le discours de Batako est venu un peu comme pour ébranler tous les participants. On ne peut être ébranlé que lorsque on est venu avec une position fixe, Oui. croyant aller dans un sens donné, Oui. et voilà un autre son de cloche qui vient me basculer. Mais là, est-ce qu'une intention que l'on prête, ou il a dit lui-même, non, c'est du Vous frère parlez de Vincent. Oui. Mais si vous venez de reconnaître, mon frère, qu'un colloque se prépare à l'avance, Bien. c'est des communications. Et on envoie la synthèse dans un premier temps. Votre document peut passer après. Aujourd'hui, il y a un peu de facilité avec le numérique et on envoie rapidement. Il y a un comité scientifique qui analyse, qui fait tout le travail et classe les communications en fonction de la problématique générale. Une partie qui est dans l'affirmation, l'autre qui est dans la partie critique, et à la fin, on fait la synthèse. Allez-y, oui, donc vous avez compris. C'est dire que l'émission tire à sa fin. Ah le bon? réalisateur va nous dire, oui, vous avez fait beaucoup de démonstrations sans vous en rendre compte. Peut-être trop traîné sur certains éléments. Malheureusement, c'est la réalité du plateau. Oui. Je suis obligé d'y mettre un thème, mais pas sans vous demander. Il y aurait des absences remarquées. Absolument. C'est à cela que je réaction. voulais venir. Et c'est le problème de ce colloque est venu un peu nous surprendre. Bon, on a dit que le colloque est un colloque sur la rupture, continuité, sur le thème rupture ou continuité. Mais on a vu de grands absents. C'est-à-dire des gens comme le professeur Ivor, qui est un constitutionnaliste bien connu là aujourd'hui par ses professeurs titulaires, le professeur Olo, qui était le dernier président de la Cour constitutionnelle, il n'y était pas. Le professeur ou bien l'avocat, Maître Robert Dossou, l'ancien président, il n'y était pas. On m'a dit aussi que celui qu'on considère comme le père de la Constitution n'y était pas. Est-ce qu'on n'a pas rassemblé des gens qui allaient dans un certain sens et on a oublié d'autres? Parce qu'on ne peut pas faire une communication, du moins un colloque sur la Constitution, sans inviter quelqu'un comme le professeur Aïvo. De mon point de vue, sans vouloir déifier les gens, ni son prédécesseur, mais ils ont été invités. Moi, j'ai eu à regarder quelques invitations. On leur a dit de venir en tant que... ils sont invités à l'ouverture et à participer au débat. Est-ce qu'on aurait pu faire ce congrès, ce colloque, sans demander à des gens comme ceux-là de présenter des communications qui auraient pu faire pièce à des communications favorables au pouvoir? Donc, l'interrogation du président Ousmane Batako, de savoir pourquoi ce congrès a été, pourquoi le président Diogbenou, sachant ce qui se passe dans l'opinion, sachant ce que l'opinion pense de cette décision, a osé, il a utilisé le mot audace, a eu l'audace d'organiser ce congrès. Est-ce que c'est pour légitimer cette décision ou se donner bonne conscience? En tout cas, c'est peut-être donc, dans les tout prochains ce sont jours, les travaux lorsque nous aurons les communications que nous allons apprécier dans quel sens. On reviendra sans doute sur ces questions parce que les jours à venir, oui, les communications, vous les aurez. Et les non-dits aussi de cette rencontre, on en parlera plus amplement. Oui, Daniel Quenom, c'est presque terminé, malheureusement. Très rapidement, votre réaction, oui. Oui, le colloque qui est passé, je l'avoue, le président de la Cour constitutionnelle a osé. Et je félicite l'initiative, car elle nous aura permis de commencer à comprendre un certain nombre de choses, et ce qui ne va pas sera corrigé. Merci, ce qui ne va pas Il est sera optimiste, corrigé. le professeur. Merci aussi à vous, Vincent Fournier, chers téléspectateurs. Nous excuses, 100% Bénin, le numéro du jour va ainsi s'achever. Demain, c'est un autre jour, comme vous le savez, pour ensemble essayer d'apprécier d'autres réalités, tous ensemble. En tout cas, quoi qu'il en soit, retenez avec Albert Einstein que le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Et ne soyez surtout pas de ceux-là. Demain, c'est un autre jour. À très vite pour un autre numéro de 100% Bénin. Au revoir.